Donc c'est le troisième que nous faisons cette année et puis il est consacré donc à la planification de ces propres surfaces en faveur de la biodiversité. Bien évidemment, quand je dis «nous», c'est l'équipe du projet communautaire Rhodomenie et les organismes, à la fois BirdLife Suisse et Push qui sont à la base, de ce grand projet. Et puis ce soir, vos interlocutrices sont Diana Marty, chargée de projet biodiversité dans les agglomérations chez BirdLife Suisse. Elle est collaboratrice de projet pour redonner vie et puis ce soir, elle va être notre référente technique, notamment via le chat. Et puis Violaine Leia, bienvenue, qui est responsable de l'antenne en Valais, plus exactement à Sierre, de la fondation SWO pour Stiftung Wirtschaft und Ökologie. Et Violaine Leia, elle s'engage notamment dans des projets liés à la biodiversité et la valorisation des espaces naturels. Et puis, elle nous fera le plaisir tout à l'heure de nous parler de la planification de projets à petite échelle. Et puis moi-même, Mélinda Ritter, ingénieure en gestion de la nature, et je vais également vous accompagner tout au long de cette soirée. Le webinaire, pour votre information, il est enregistré. Il pourrait être visionné ultérieurement donc sur notre chaîne YouTube. Vous aurez tout à l'heure le lien. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions. On est en petit comité. Il y a des petits émoticônes avec lever la main. N'hésitez pas, si vous êtes timide, mettez-les seulement dans le chat et puis on y reviendra tout à l'heure. Voilà. Donc pour cette soirée, je ne sais pas si vous voyez mon écran toujours, c'est OK, parfait. Voilà, peut-être que certains d'entre vous n'ont encore pas tout à fait compris qui est Redonner Vie, hein, c'est possible. C'est un projet d'envergure nationale. L'objectif il est assez simple, mais il est essentiel. C'est favoriser la biodiversité en valorisant des surfaces situées dans les zones bâties pour qu'elles deviennent ou qu'elles redeviennent le plus naturel possible. Comme je dis souvent, on a parfois tendance à voir ces zones d'habitation comme des espaces gris, des espaces bruyants, et pourtant, ces endroits recèlent un potentiel énorme en fait, pour le bien-être de l'humain, pour le bien-être de la nature. Et puis notre ambition est justement d'exploiter davantage ce potentiel-là. Donc concrètement, il s'agit de ramener en fait la nature en ville, dans les quartiers, sur les balcons, les toits, les jardins, ou même les jardinières. Et bref, c'est vraiment créer des espaces vivants et permettre à la biodiversité de s'y développer. Donc chaque geste compte, quelle que soit la taille de l'espace, chaque contribution est précieuse et permet de relier les lieux de vie entre eux. Bien évidemment, c'est l'union qui fait la force, hein. Et vous voyez ici différents partenaires de ce projet d'envergure, donc un projet national. Notamment, vous voyez des pouvoirs publics, des communes, des villes, des organisations de protection de l'environnement, de la nature, mais aussi des associations. Certaines institutions qui peuvent être scientifiques, éducatives, des fédérations, des entreprises, des fondations. Voilà, plus de 80 partenaires, sans qui ce projet ne pourrait pas, exister et un grand merci déjà à tous. Voilà, ce soir un webinaire, où on va commencer par un tout petit tour de présentation, avec quelques petites questions posées, en ligne, bien évidemment. Et puis, ça va durer jusqu'à environ 20h30. Je vais rappeler quelques notions exposées lors des 2 webinaires précédents. Je vous présenterai notamment, sur la plateforme Redonner Vie, un outil qui s'appelle le concepteur de points biodiversité, qui va vous aider en fait à planifier vos futurs projets, qui va vous aider à réfléchir à quelles actions entreprendre sur quelle surface. Et puis, on aura le plaisir d'entendre Violaine Leia, de l'écouter nous parler plus en détail de la planification, comment planifier une petite structure chez soi, à quoi il faut faire attention, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte lorsqu'on planifie un projet. Et puis, elle vous donnera bien évidemment des idées de projets à reproduire chez vous. Et j'espère pourra aussi répondre à vos questions de tous les projets que vous êtes en train de planifier actuellement. Et puis, nous aurons ensuite donc ce moment de questions-réponses et ensuite quelques perspectives. Alors écoutez, qu'on est en petit comité, moi je vous propose de directement continuer, puis après on pourra parler plus librement ensemble, non pas seulement via chat, mais prendre un petit peu du temps. Peut-être déjà, voilà, lors des webinaires précédents, on a eu l'occasion de recevoir Cécile Auberson, qui est biologiste et qui travaille pour la Fondation Push. Et c'est vrai qu'elle nous a parlé de biodiversité, de la situation, que ce soit
au niveau de la planète, mais aussi en Suisse. Et puis elle partageait notamment ce slide et nous expliquait en fait que sur les 8 millions d'espèces connues dans ce monde, on estime aujourd'hui entre 500 000 à 1 000 000 d'espèces qui sont menacées d'extinction. Et ce qui est particulièrement alarmant en fait, c'est que ces espèces, elles disparaissent, à un taux, d'extinction très élevé. C'est-à-dire qu'il serait de 100 à 1000 fois, supérieur à un taux d'extinction naturelle, à tel point qu'on parle, d'une 6e extinction de masse, causée par, nos propres activités, malheureusement. Et il est vrai que la Suisse, bah, elle échappe pas à la règle et plus d'un tiers des espèces sont menacées aussi, la moitié des habitats naturels et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ce qu'on pourrait penser, ce qui est frappant, c'est que la situation, elle est souvent pire en Suisse que chez nos voisins. Et si on regarde le graphique là, on voit que la liste rouge, hein, la liste rouge en Suisse, donc les listes rouges, ce sont donc des listes qui recensent, les espèces animales, hein, végétales et fongiques qui sont menacées. Et vous voyez que la Suisse, là, en orange, a presque systématiquement des taux supérieurs à ses voisins. Donc plus de 80 des reptiles menacés, plus de 80 des amphibiens, l'état des poissons, des oiseaux est aussi, j'ai envie de dire, est accablant. Et puis en résumé, presque tous ces groupes d'organismes, donc ces listes rouges, sont plus longues que celles de l'Autriche, de l'Italie, de l'Allemagne ou de la France. Et c'est vrai que ça peut surprendre parce qu'on imagine souvent la Suisse comme un pays très nature. Et puis en réalité, eh ben, comme Cécile Houberçon nous l'expliquait, eh bien, en Suisse, nos milieux, ils sont très fragmentés, ils sont fortement urbanisés, ils sont très intensifiés au niveau de l'agriculture aussi, et puis souvent même trop entretenus. Donc c'est vrai que de laisser un peu de spontanéité, c'est des choses peut-être qu'on doit apprendre. Et pourtant cette biodiversité, eh bien, elle est importante, hein, également en ville. Heu, je crois qu'on peut dire que la nature en ville, c'est pas un luxe, c'est vraiment une infrastructure de vie. Et puis encore trop souvent, lorsqu'on parle de biodiversité en ville, on pense que c'est souvent quelque chose un petit peu, nice to have, hein. C'est joli, c'est beau. Et je crois qu'on doit pouvoir sortir de ce cadre de la biodiversité, et de se dire que c'est fondamental pour notre qualité de vie. Elle améliore le bien-être, la santé, moins de stress, plus de mouvement. Et puis, il faut pas oublier qu'elle crée du lien aussi. Elle crée du lien entre les personnes, elle crée du lien entre les générations et avec le vivant. Et puis, pour autant qu'on lui laisse assez de place, elle joue aussi un rôle de protection, donc contre les fortes chaleurs, les inondations. Et puis, elle va aussi aider les villes à s'adapter en fait au changement climatique. Et j'aime particulièrement l'image là, avec les enfants, où en fait on leur permet de vivre la nature et non pas seulement de l'apprendre sur des bancs d'école. Donc intégrer la nature en ville, je crois qu'on peut dire que c'est pas revenir en arrière, hein. C'est vraiment concevoir des espaces, qui sont plus intelligents, qui sont plus résilients et puis peut-être aussi plus humains. Voilà, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des bénéfices, hein, qui peuvent aussi émerger à petite échelle, hein, parfois avec des aménagements très simples, avec un entretien raisonné, avec un entretien proche d'état naturel. Peut-être que si je devais résumer ce slide, qui est aussi un peu un résumé du premier webinaire, j'ai envie de vous dire qu'accueillir la biodiversité, la favoriser, quelque part, ce sont des choix, hein, ce sont des choix de conception, ce sont des choix de gestion et puis c'est accueillir plus de vivants, c'est plus de diversité, de plantes, surtout indigènes. C'est laisser une place justement à ce moins maîtriser, hein, moins de tonte, garder du bois mort, accepter un peu de spontanéité. Et puis travailler avec la nature plutôt que contre elle, donc moins de produits ou pas de produits, chimiques ou pesticides, plus de sol vivant et puis plus de perméabilité. J'aimerais aussi, juste prendre quelques minutes pour, faire une rétrospective sur les possibilités d'agir. Vous connaissez certainement cette expression de l'effet papillon. Le battement, hein, d'aile d'un papillon au Brésil pourrait provoquer un ouragan à New York. C'est une expression qui nous vient en fait des météorologues, hein, qui ont remarqué lors de calculs, lors de modélisation, de leurs, modèles météorologiques, que des toutes petites différences en fait, pouvaient entraîner de très grands écarts dans des résultats finaux. Alors bien sûr, c'est pas forcément le papillon lui-même qui va provoquer, une tempête, mais c'est plutôt le fait que voilà, la météo, c'est un système qui est tellement complexe que de toutes ces petites variations, eh bien, peuvent changer un résultat final. Et je crois qu'on peut aussi imaginer que, un peu ça comme une réaction en chaîne, hein. Un petit élément qui en influence un autre, puis un autre, et puis on arrive à un effet beaucoup plus grand ce qu'on aurait imaginé. Et je crois que ce qui est intéressant de relever ici, c'est que ça ne concerne pas seulement la météo, bien sûr. On retrouve ce principe, dans beaucoup de domaines, hein, l'économie, hein, notamment la bourse, l'environnement et puis même nos comportements. Et c'est justement cette multiplicité, cette répétition de ces gestes qui ensemble vont donner l'impact
Donc partager nos actions avec nos familles, avec nos amis, avec nos collègues, chacun de ces petits pas, chacun de ces petits gestes, est important. Et c'est aussi dans ce sens-là qu'on a souhaité développer, cette boussole d'action, qui nous aide à penser, aussi au-delà du jardin. On peut, participer à la biodiversité, en participant à des excursions, à suivre des cours, à aider une association, à investir de l'argent dans un projet durable ou à introduire la biodiversité dans son entreprise, dans sa commune. Il y a beaucoup de chemins qui sont possibles pour agir pour la biodiversité. Et sous ce site, justement, de Redonner Vie, vous avez cette boussole d'action où il y a une multitude de filtres, où vraiment vous pouvez dire, voilà, en fonction du temps que vous avez, des phases du projet, de votre budget, si vous préférez s voilà, si vous avez peut-être pas forcément du temps, mais vous aimeriez soutenir quelque chose, eh bien ça vous donne une quantité d'idées de petites actions qui sont aussi importantes, que des grandes. Voilà, et puis comme je le disais tout à l'heure, tous ces derniers webinaires ont été enregistrés. Là, il y a un lien. Ce lien, vous le retrouvez sur, notre chaîne YouTube et également sur notre site, Redonner Vie. Et puis, j'aimerais vous parler notamment ce soir, de cet outil, et puis vous le présenter brièvement, qui s'appelle le concepteur de points biodiversité. Vous allez peut-être me dire d'abord, c'est quoi un point biodiversité? En fait, c'est un petit espace qui est aménagé pour la nature, qui sert de relais pour permettre aux espèces, de se déplacer, de se réfugier, de s'alimenter, de survivre. Ça peut être un balcon, ça peut être un petit coin de terre devant sa maison, aménagé, entretenu en fait en faveur de la biodiversité, qui va permettre aux animaux, de se déplacer dans un de ces lieux, d'un de ces points à un autre. Voilà, et puis cet outil, ce concepteur donc va vous permettre de réfléchir à votre surface, d'organiser, des éléments et puis d'imaginer, d'aménager, heu, de manière cohérente et fonctionnelle vos différentes structures. Alors pour ça, je vais simplement partager un double écran, s'il veut bien. Voilà, est-ce que vous voyez bien mon double écran? Parfait. J'ai l'impression que oui, donc c'est très bien. Alors là, je reviendrai tout à l'heure. Voilà, donc ici, sous le site, de Redonner Vie, il y a un petit onglet qui s'appelle «S'engager» et puis ici, concepteur de points biodiversité et je vous invite d'ailleurs, en préambule, à créer un login, un compte, parce que votre profil, en fait, va vous permettre, d'enregistrer les différentes étapes, et puis de savoir qu'est-ce que vous avez déjà regardé et puis où vous en êtes dans vos processus de projet. Donc vous pouvez lancer le concepteur et puis si vous voyez une série de surfaces qui vous sont proposées. Alors si par exemple à la maison, ben voilà, vous avez ce type, d'habitation par exemple, vous pourriez aussi en avoir une autre, hein. Vous pourriez bien sûr avoir, un HLM, vous pourriez avoir, une maison communautaire, et cetera. L'idée c'est de se dire: «Mais qu'est-ce que moi j'ai comme surface à disposition sur lequel je pourrais imaginer, amener plus de biodiversité?» Donc là vous pouvez bien sûr, n'hésitez pas à prendre la parole, comme on est en petit comité. Voilà, je vous donne déjà quelques pistes, hein. On voit qu'il y a des clôtures, donc peut-être qu'on peut améliorer ces clôtures ou peut-être les faire revivre de manière différente. On a des haies, on a là, bon, malheureusement, je vois un robot en tant que tondeuse à gazon, mais peut-être qu'on préfère autre chose qu'un un gazon, intensif, peut-être avec une prairie. Mais vous voyez qu'il y a une quantité, en fait, de surfaces, des surfaces rudérales, des chemins, tout ce qui est lié aussi, aux places de parc, aux surfaces pierreuses, aux jardins potagers, des façades aussi, toutes les maisons ont des façades bien sûr. Là on peut distinguer aussi, un mur, peut-être en pierre, là derrière donc bref. L'idée de cet outil, c'est vraiment de visualiser toutes les surfaces que vous possédez et puis dans un premier temps, les sélectionner et puis si vous allez ici sur le petit onglet «Continuer», vous vient une fenêtre où vous avez tout ce que vous avez sélectionné. Puis à partir de là, vous pouvez vous dire: «Bah, voilà, moi maintenant, mon coup de cœur, c'est, j'aimerais améliorer quelque chose au niveau de ma clôture». Vous cliquez dessus, vous continuez et là, on vous donne en fait certaines informations. Alors soit comment créer des clôtures, peut-être auxquelles on ne pense pas forcément, avec du bois mort ou planter des haies, ça fait aussi partie de barrières, visuelles notamment et puis,
il vous donne aussi des informations sur, voilà, on a une clôture, mais en fait, j'aimerais la rendre perméable. Alors, par exemple, si on clique là-dessus, continuer. Alors ici, vous voyez tout l'intérêt d'avoir un login. Comme ça, après, je vais retrouver mon point biodiversité. Et puis, si je peux avoir des instructions, ça veut dire que si j'arrive tout au fond, par exemple, je vais voir ici que ma clôture, si je vois le détail, on va me proposer, par exemple, d'y faire un petit trou pour pouvoir laisser passer la petite faune. On va me proposer une quantité de choses, en fait, des mesures qui me permettent en fait d'améliorer ce type de clôture chez moi en faveur de la biodiversité. Et puis, petit clin d'œil aussi aux objectifs. En fait, ce qui vous vient ici marquer, c'est en fait les objectifs que nous, en tant que team de la communauté Redonner Vie, on aimerait atteindre. Donc là, typiquement pour, les clôtures, on aimerait d'ici, 2007-2028, pouvoir faire en sorte que 1 000 mètres de clôture laissent passer les petits animaux. Au jour d'aujourd'hui, vous voyez qu'il y a des gens qui se sont déjà prêtés au jeu et puis on a 55 mètres. Alors, il y a encore du boulot, hein, donc on peut tous y participer, hein, c'est des toutes petites mesures. Et puis vous voyez que, si je reviens en arrière, c'est aussi peut-être une petite anecdote, mais voilà, ça c'était un coup de cœur. Vous avez eu l'idée pour faire la clôture. Dès le moment où vous ferez votre projet, il sera en cours, vous pourrez aussi, cliquer là-dessus. Vous aurez gagné des points. L'idée, c'est vraiment de motiver notre communauté, à travailler pour ces objectifs et puis, quand ce sera terminé, vous aurez aussi gagné des points et puis, votre projet sera noté en tant que tel. Donc voilà un petit peu cette idée, de, ce concepteur. Donc là, j'étais même plus loin, hein, pour vous montrer aussi, voilà, il y a des points à gagner. Ça, c'est encore une deuxième étape. Mais de ne pas oublier que sur ce concepteur, on vous donne une multitude d'informations. Comment réaliser, quoi réaliser, sur quel type de surface. J'aurais là une question, parce que Oui, vous êtes parti du principe, on a une structure et on l'a choisie et qu'est-ce qu'on peut faire avec cette structure? Moi, j'ai un point faible pour les abeilles sauvages. Est-ce qu'il y a possibilité avec le concepteur de partir d'un type d'animaux, d'insectes, d'oiseaux qu'on aimerait un petit peu aider dans son jardin? Parce que j'ai une assez grande surface, j'ai déjà fait beaucoup de choses et j'aurais aimé, c'est ce que j'ai dit avant, un petit projet, c'est dans l'ensemble un petit, de mettre quelque chose pour aider un peu les abeilles sauvages. On a déjà ces hôtels à insectes. Simplement que ça prend qu'une partie des abeilles et j'aurais bien aimé avec un tas de sable ou un tas de terre qu'on laisse tranquille où elle pourrait aller dedans. Et là, comment est-ce que je m'y prends? alors actuellement, sauf erreur, Diana, tu me reprends si jamais, il ne me semble pas qu'on peut directement aller, par espèce. Néanmoins, si vous parlez déjà de tas de sable, alors ça dépend un petit peu des connaissances des gens, hein. Vous parlez de tas de sable, vous parlez d'abeilles. Moi, je pense tout de suite typiquement à surface fédérale, mais c'est peut-être aussi le métier qui fait que. Et puis quand je Mhm. dis surface fédérale, je vois ici que j'ai en effet des choses pour les abeilles Ah, oui. sauvages qui sont sous forme de lentilles de sable. Maintenant, pour répondre à votre question, cette plateforme, j'aimerais dire qu'elle c'est une version bêta. On est continuellement en train de l'améliorer. Donc votre remarque, elle est de toute façon très pertinente. Par contre, ce que moi je vous suggérerais de réaliser si j'avais pas l'information de j'aimerais faire quelque chose pour cette espèce, que ce que je peux faire, ce serait notamment voilà, de découvrir ici les possibilités d'action ou Mhm. même dans les offres de la branche. Et puis, d'aller avec, je ne crois pas me tromper ici, euh, je dois juste regarder. Non, voilà, c'est les offres de la branche alors. Mais ce qu'on peut faire, on peut aller chez Connaissances. Melinda, tu peux aller Oui. pas s'engager, mais Connaissances et maintenant Mhm. connaître Les éléments. les éléments, oui. On peut choisir là et après en bas, on peut encore filtrer. Et là, il y a la possibilité pour le premier, on peut vraiment les nichoirs, par exemple. Et là, mais on a plusieurs nichoirs. Mais là, on peut venir plus proche. Je ne sais pas, mais Mhm, chez les mhm. abeilles. Avoir quelque chose de plus précis. Ouais, ouais. Mhm.
Alors, c'est clair qu'il ne faut pas avoir peur d'utiliser cette plateforme, hein. Bah voilà, typiquement, Diana, toi, tu pars sous connaissance. Moi, j'aurais été sous-engagée sous les offres. Et puis, sous les offres, on a aussi un filtre où on peut filtrer par espèce. Et Mhm. tout d'un coup, là, ça va pouvoir nous donner une idée. Ah, bah oui, pour cette espèce-là, on pourrait imaginer ça. Donc, il y a je pense qu'il y a plusieurs chemins, mais c'est vrai qu'actuellement, le concepteur, c'est vraiment pour l'instant du concepteur de surface. Mais comme dit, votre remarque est très pertinente et je pense qu'on peut aussi imaginer ce genre de choses. Oui, je pense que ça dépend où c'est qu'on est dans les projets. Euh, on va chercher différemment probablement si on cherche à commencer ou si on cherche un peu comme chez nous, c'est bientôt, je dirais, à finir. Euh, Malgré qu'il n'y a pas de fin, si on fait quelque chose pour la biodiversité, on cherche probablement un peu différemment. On a des besoins qui sont un peu différents. Mhm, mhm, je comprends, bien sûr, bien sûr. Donc voilà, bah, à juste titre, hein, Oui, comme le dit Diana, vous pouvez vraiment aller sous connaissance ici. Et puis, voilà, aller peut-être par type de structure que vous souhaitez réaliser. Voilà, par oui. exemple, qui vous donne des informations, comme pour le point concepteur biodiversité, avec comment le réaliser, peut-être avec qui, combien ça coûte, etc. Mhm, tout à fait. Merci. Avec grand plaisir. Donc voilà un petit peu pour cet outil. Donc je parlais tout à l'heure, on peut avoir ce genre d'habitation là aussi. Il ne faut pas être découragé, hein. On peut travailler avec les propriétaires. Là, il y a énormément de choses à faire. Il y a des bosquets à planter, il y a des prairies fleuries à réaliser. Il peut même y avoir des petites lentilles, il peut y avoir des pergolas où tant qu'on amène de l'ombre, on fait penser planter des plantes grimpantes, etc. Il y a énormément de choses à faire, même à des endroits où on ne pense pas. Donc vraiment, ce concepteur vous donne un tas d'idées et puis je vous invite à le découvrir, à le parcourir moi-même, hein, pour être honnête. Il y a encore plein de choses que je découvre chaque jour, parce que chaque jour, il est étoffé par l'équipe de base. Et il est vrai que, comme dit, c'est une version bêta, et puis il y a encore énormément de choses à y insérer, à y intégrer, et puis à y améliorer aussi, grâce notamment à des suggestions, et les vôtres également. Voilà pour ma part. En ce qui me concerne, je crois que j'ai déjà bien assez parlé jusqu'ici. Je vais laisser la parole à Violaine Leia pour son exposé sur planifier sa propre surface. Et puis, je vous rejoins tout à l'heure. Voilà. Voilà. Alors, je vais d'abord partager l'écran. Comme ça, vous pourrez voir le PowerPoint. Alors, comme le disait Mélinda, du coup, aujourd'hui, on va parler de la planification de structure en faveur de la biodiversité. On ne va pas parler de la réalisation en tant que telle des structures, aller dans les détails de construction, etc. Ça sera, je crois, pour la prochaine fois, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, on va vraiment parler de la planification. Voilà. C'est très important d'anticiper un projet pour qu'il fonctionne, pour éviter aussi les mauvaises surprises, hein. Un projet qui est par exemple mal placé, pas pensé jusqu'au bout ou mal adapté à son milieu, il ne va pas apporter la plus-value qu'on attend pour la biodiversité. Et puis comme c'est finalement quand même beaucoup d'investissement personnel, ça serait dommage que ça débouche sur quelque chose d'un peu frustrant. Voilà, donc le but aujourd'hui, c'est vraiment de vous donner un peu des clés de lecture du milieu dans lequel vous vous trouvez, et puis sur cette base de planifier votre projet qui soit grand, comme celui dont on a entendu parler avant, avec le maraîchage et cette grande surface à renaturer, ou alors un tout petit projet, que ce soit une structure sur le balcon, tout a de la valeur. Voilà. Donc moi, je vais essayer de vous apprendre à comment regarder, anticiper et puis éviter les erreurs classiques. C'est magnifique. Euh, Pourquoi est-ce que c'est important de planifier son projet? Déjà, on évite les coûts superflus. Un projet, selon sa taille et puis son type, peut coûter plus écologique. Et puis, de créer quelque chose qui va durer dans le temps. C'est aussi l'objet que
la structure elle soit disponible pour la faune et la flore pour plusieurs années, le plus longtemps possible. Nous, surtout parler du lieu aujourd'hui. On va aller dans les détails. Le contexte humain, donc ce qui concerne la commune, les voisins, et puis les réglementations, autorisations qui vont avec. On va parler des ressources, que ce soit les matériaux pour construire la structure, les forces vives, et puis l'argent, qui est malheureusement aussi toujours un thème important. Et puis la faisabilité, donc combien de temps me prend une structure, est-ce que j'ai le temps de le faire et à quel moment je dois le faire. Il y a des structures qui doivent être faites à telle ou telle période de l'année. Et puis aussi penser à l'entretien, parce qu'on dit que en écologie, on dit qu'entretenir autant que nécessaire, mais aussi peu que possible, bah, c'est vraiment l'idéal à atteindre. Voilà. Et puis moi, ce que je voulais du coup vous demander, mais comme vous avez déjà répondu à ça avant, qui parmi vous a déjà planifié une petite structure pour la biodiversité? Ah ben oui, peut-être vous pouvez mettre un petit pouce en l'air si vous avez déjà fait ça, ou si c'est seulement pour l'instant un projet dans votre tête. Qui a déjà fait cette expérience? Un petit pouce en l'air. Moi, j'ai déjà fait l'expérience. On a fait plusieurs choses. Mhm. Euh, et ce que moi j'ai appris, c'est de pas vouloir tout faire à la fois, de faire une structure après l'autre et de voir ce qui fonctionne. Oui, c'est toujours bien de prendre le temps et d'observer, c'est sûr. Voilà, donc on a fait un mur en pierre sèche, on a fait une haie indigène, il y a un tas de bois, on a une zone qui est un peu humide, mais où là, j'ai fini la fin de la semaine passée, où on a essayé de mettre, c'était une zone verte, donc du gazon tondu, et là, on a planté maintenant des vivaces pour zone humide, on va voir ce qui se passe. Ok, ouais. Si elles vont Moi, il me reste supporter. les abeilles. Super. Donc vous avez l'habitude de mettre en place des plus petits et des plus grands projets du coup. Voilà, je dirais toujours un peu des petits, mais avec le temps, ben, ça fait quand même une accumulation, je pense, qui est bien pour la biodiversité et j'espère que les voisins, que vous avez sous le contexte humain, prennent ça pour exemple, parce je vois sur un jardin, un gazon tondu, tous les 2 jours avec le robot. Et je trouve ça très triste. Ouais, ouais. On essaye toujours d'inspirer si on fait les choses bien et puis que les gens sont, comment on dit, attentifs et puis sensibles, ben, ça peut avoir un impact, c'est sûr. Le but, c'est J'espère. vraiment de faire quelque chose. C'est pour ça que c'est important de planifier aussi pour que ça fonctionne, disons, et puis que ça inspire aussi les gens qui le voient, voilà, qui se disent, ah ben, on pourrait faire pareil, ça a l'air de marcher. C'est une bonne chose. Mm. On va peut-être passer à la slide suivante. Du coup, on va parler plus particulièrement donc du lieu, des conditions du site. Bah, c'est finalement le plus important, d'observer le milieu, de regarder d'abord où se lève et se couche le soleil, donc où est l'est, l'ouest. C'est vraiment un des premiers critères à observer. Parce qu'il y a des structures qui ont besoin de soleil, que ce soit les tas de pierres, de branches, selon ce qu'on veut amener comme espèce cible. Par contre, il y en a d'autres qui ont besoin d'ombre. Voilà. On a plus souvent des structures qui cherchent quand même le soleil, mais c'est important de bien observer ça et puis de ne pas oublier qu'il y a des structures qui feront de l'ombre et puis à les prendre en compte aussi parce que ça change vite la donne sur une petite structure qui aurait théoriquement du soleil mais finalement pas. Ce qui est très important aussi, c'est de voir s'il y a de l'humidité qui stagne. Des fois, on a des sols assez compacts ou pas très drainés. Et puis, c'est justement ce genre de milieu qui pourrait être un danger finalement si on fait des structures au mauvais endroit, dans un milieu avec de l'eau stagnante, où on pourrait piéger certains reptiles, par exemple, qui hiberneraient. Et puis ensuite, voilà, il mourrait, disons, s'il y avait de l'eau qui stagnait
dans la structure. Donc ça, c'est quelque chose à faire vraiment attention, ou à installer un drainage sous les structures qu'on installe. Ce qui joue aussi un rôle, c'est le vent, dépend où on habite. À savoir si le vent, s'il y a beaucoup de feu ou de la bise qui vient plutôt de tel et tel côté. C'est peut-être un peu plus compliqué des fois à imaginer, mais on trouve toujours des informations, finalement aussi peut-être des gens du coin ou alors sur Internet, je ne sais pas si ça se trouve ça là, ou d'observation finalement. Et puis aussi observer ce qui existe déjà. Donc, est-ce qu'il y a déjà des arbres? Est-ce qu'il y a déjà des fruitiers? À quel type de prairie est-ce qu'on a déjà ou pas sur la surface? Est-ce qu'il y a des bâtiments qui pourraient abriter telle ou telle espèce? Est-ce qu'il y a du passage humain sur le site? Est-ce qu'on a beaucoup de gens qui vont et viennent et qui pourraient peut-être déranger les espèces cibles? Voilà, c'est toutes des choses à prendre en compte. Il faut savoir qu'un projet, il peut très bien fonctionner, par exemple, dans un recoin du jardin au sud, et puis échouer complètement à quelques mètres de là, plus au nord. Donc c'est vraiment essentiel. Voilà, moi j'ai l'exemple de la prairie maigre, par exemple, qui ne va pas prendre sur un sol riche. Et puis donc il faut être conscient finalement qu'il y a quand même des choses qu'on ne peut pas changer et puis qu'on doit prendre en compte. Voilà. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, vu qu'on n'est pas beaucoup, peut-être même à intervenir comme avant, j'aime bien, ou alors à les écrire sur le chat pour en parler après. Ensuite, on est du contexte humain, qui est très important. On est toujours confronté à ses voisins, à des personnes des autres, des environs finalement, aux gens de la commune, etc. Quand on fait un projet, il y a toujours un contexte social. Souvent en Suisse, comme elle l'a dit Mélinda, c'est très bien rangé. Et puis une structure naturelle, elle peut finalement être perçue comme désordonnée. Une prairie qui est fauchée 2 fois par année, voire une fois, c'est quelque chose dont on n'a peut-être pas l'habitude en Suisse, qui sort un peu de la norme. Et puis des tas de matériaux, c'est quelque chose qu'on a aussi plus l'habitude de voir en Suisse, des tas de pierres dans les champs, des tas de branches en lisière de forêt. On le voit encore parfois dans certains pays, à l'étranger, mais alors en Suisse, c'est vrai qu'on n'aperçoit plus trop ce genre de structure. Donc il faut d'abord expliquer en général le projet, pourquoi, pour qui est-ce qu'on fait ça. Et puis les gens vont être curieux en général. Moi j'ai toujours eu des bonnes expériences avec les passants par exemple, quand ils nous demandent ce qu'on fait, et puis qu'on leur explique. La vie est souvent positive. Voilà. Surtout si on aide telle espèce qui serait, disons qu'il y a un potentiel de sympathie élevé. Voilà. Et puis sinon, on peut mettre un petit mot dans la boîte aux lettres, écrire peut-être mettre une pancarte en place, si c'est une structure un peu plus conséquente, pour présenter la mesure. Et puis peut-être inspirer d'autres personnes. Voilà. Et Par du coup, moi, rapport à je me permets de ça, rebondir, comment on oui, peut interférer. C'est hyper intéressant ce que tu dis, Yolène, parce que moi, il m'est arrivé, j'ai eu l'occasion, voilà, et j'aimerais le partager avec vous parce que je trouve ça assez rigolo, euh, d'avoir une petite surface de terre pour faire un petit jardin. Et la première année, j'ai fait une haie de bois mort, un petit benjet. Et mon voisin, il m'a regardé avec des gros yeux en me disant, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Pourquoi t'empiles du bois comme ça? Et je lui ai expliqué en fait que j'avais envie de faire quelque chose pour la petite faune et puis qu'en même temps, mais c'était une petite barrière parce qu'il y avait des poules qui venaient toujours chez moi. Puis du coup, c'est un petit peu une barrière et elles viennent moins. Et c'était aussi pour moi une manière de recycler ce bois puis de le laisser sur place. Et figure-toi qu'un mois plus tard, il faisait un benjet sur sa parcelle. Et puis environ 6 semaines plus tard, la première maison du quartier en faisait un aussi. Et tout à coup, là, en l'espace de 6 mois, il y a 4 ou 5 benjets qui ont vu le jour. Et je trouve, voilà, ça revient exactement à ce que tu dis. Le fait de ouais, communiquer et dire pourquoi on le fait, ça fait effet boule de neige.
Voilà, Ouais, l'anecdote. ouais. Et souvent, les gens le demandent quand on est justement en train de construire, si on est par exemple à proximité d'un passage, etc. C'est à ce moment-là qu'il faut peut-être être ouvert aussi à la discussion. Moi, c'est à ce moment-là que ça m'arrive le plus souvent quand je travaille. Les gens me disent, mais qu'est-ce que vous faites? Et puis après, finalement, quand on explique, bon, moi, c'est plus souvent pour les invasives, la lutte contre les invasives ou l'arrachage de certaines plantes qui rend les gens sceptiques. Mais quand on leur explique en fait que c'est un intérêt pour la biodiversité, ils nous félicitent. Finalement, ils nous félicitent à la fin. Après, le cas contraire peut aussi arriver, bien sûr. Hein. On a peut-être des gens qui sont moins, ouais, qui ont plus l'habitude de voir autre chose et puis qui ont besoin d'un peu plus de temps pour apprécier certaines structures. Après, même si les voisins ne sont pas d'accord, finalement, si on est chez nous, on fait un peu comme on veut, tant qu'on respecte la distance. Voilà, c'est très important quand même pour éviter de devoir démonter une structure, de respecter les réglementations. Il faut vraiment aller consulter le règlement communal pour des structures fixes. Euh, et puis dans le doute, même si vous pensez que c'est peut-être pas nécessaire, mais qu'on ne sait jamais, c'est toujours bien d'appeler finalement la commune, les personnes responsables pour cette thématique à la commune, et puis de leur demander juste, leur présenter votre projet en 2-3 mots, et leur demander si ça nécessite en fait une autorisation de construire. Voilà. Euh, on trouve sur Internet certains documents selon les communes où il est expliqué, par exemple, là, j'ai trouvé quelque chose. Ça, c'était pour le canton de Neuchâtel, si je ne me trompe pas. Ils ont fait un document très complet avec justement aussi ce croquis qui explique la distance à respecter par rapport à la limite parcellaire. Donc, par exemple, dans le cas de ce canton, c'est minimum 50 cm à partir du tronc de l'arbre ou de l'arbuste ici, jusqu'à la limite, et puis maximum 2 mètres de haut. Et puis, ça peut être très différent selon les cantons. Par exemple, ici, on a quelque chose de la ville de Sion. Ce que vous voyez à gauche, c'est un graphique qui a été fait par la ville de Sion. Et puis là, on voit qu'il faut que la hauteur de l'arbuste, soit au maximum 2 fois la distance à la limite. Donc, c'est pas la même chose que l'autre graphique. Ça dépend vraiment des cantons, des communes. Donc, ça vaut vraiment la peine de voir le règlement de votre commune. Peut-être de faire un téléphone et juste de demander. Par exemple, moi j'ai dû j'ai eu la chance d'aménager une prairie non, disons que c'était plus un gazon, et puis on en a fait un verger aux tiges. On voulait installer un hôtel à insectes. Et puis, finalement, la commune avait besoin d'une demande d'autorisation pour l'hôtel à insectes. Ce que je n'aurais jamais imaginé. Mais voilà, c'était le cas. Donc, j'ai envoyé mon projet d'hôtel à insectes, qui était finalement pas si grand que ça. Et puis, eux, ils ont validé la structure. Et puis, on a pu le faire. Donc tout le monde était content finalement, ils étaient contents qu'on leur demande, et puis le client était rassuré qu'on le fasse aussi. Donc ça vaut la peine de déranger, on ne dérange pas en fait, et puis de demander un petit peu plus que nécessaire. N'hésitez pas. Mais je sais que des fois ça peut freiner certains projets, on n'ose pas trop aller faire des demandes officielles comme ça fait vite un peu peur, ça impressionne. Donc, les limites des parcelles, vous pouvez les trouver sur le GIS des communes. Si vous allez sur Google, vous écrivez GIS, commune de, par exemple, chez moi, c'est Miège. Et ensuite, vous trouverez en fait toutes les limites de parcelles avec les numéros pour être très précis. Et puis, ce qu'il ne faut pas non plus oublier, c'est si vous êtes locataire, là, c'est toujours bien d'abord de demander l'autorisation propriétaire. Et puis, si vous vivez en copropriété, c'est de faire la demande lors de l'assemblée, finalement, pour que tous les copropriétaires soient en accord avec votre projet.
Ça peut souvent être le cas, par exemple, pour l'installation de nichoirs, des colonies de martinets, par exemple, sous les toits. Si c'est des immeubles, on a déjà eu le cas d'immeubles en copropriété où une personne voulait installer des nichoirs, puis elle a dû faire une présentation à l'Assemblée pour avoir l'accord de tout le monde. Voilà, ça nécessite un petit peu plus de... Voilà, il faut convaincre tout le monde finalement, mais ça vaut la peine. Pour ça, c'est... Ah oui, donc finalement, il faut souvent une demande d'autorisation si on fait une structure fixe qui est haute, ou alors si on creuse, par exemple pour une mare, un étang, il faudra aussi faire une demande d'autorisation. Et pour des barrières qui dépassent souvent je crois les 1,50 m, mais comme dit, ça dépend tellement des communes et des cantons que ça vaut la peine de regarder chez vous comment c'est réglé. Voilà pour le contexte humain. Et puis peut-être ce que j'ai pas dit pour le contexte humain, c'est que, je vais peut-être le dire après. Ce qui est important, par exemple, c'est si vous de penser si vous faites une structure proche d'une école ou proche d'une structure sociale, etc. De peut-être juste prendre en compte certaines peurs qui pourraient exister chez les gens. Par exemple, les baies toxiques, si on fait une haie proche d'une école, par exemple, ou d'une crèche, c'est quelque chose qui revient souvent, que les enfants ils pourraient peut-être manger les fruits toxiques, ou alors tout ce qui est épineux, n'est pas très bien vu dans de milieu. Mais finalement, c'est quelque chose de très important quand on plante une haie, par exemple, d'avoir de l'épineux. Donc, il faut trouver un peu un juste milieu et puis il faut rassurer et puis quand même écouter. Sinon, on risque de pas du tout pouvoir planter de haies. Voilà, par expérience. Est-ce que jusque-là, il y a des questions? Méline, t'aimerais rajouter quelque chose ou c'est tout bon? Non, je pense que c'est chouette d'avoir ton expérience et d'entendre ces témoignages. Merci. Et puis, quelque chose, peut-être, je ne sais pas dans quel canton vous habitez pour ceux qui suivent la conférence, mais typiquement en Valais, en tout cas dans la région où j'habite, il est interdit de faire des tas de paille, par exemple, des meules. Des fois, on a envie de faire des meules traditionnelles, ou alors juste laisser un tas de foin pour la faune, pour les couleuvres. Et puis, alors ça, c'est par exemple interdit à cause des risques d'incendie. Ça sera peut-être pas le cas sur d'autres cantons, mais en tout cas en Valais, ils vont très vite vous envoyer une lettre pour vous dire d'enlever le tas. Voilà, c'est quelque chose qui m'est arrivé aussi. Je savais pas. Et puis finalement, du coup, on doit aller enlever le tas par après, ce qui est un peu embêtant. Mais bon, s'il y a quelque chose qui gêne, en général, on est vite averti. Voilà, donc ça c'est pour les réglementations. Ensuite, les matériaux. Pour la plupart des structures, on va devoir amener du matériel de manière plus ou moins conséquente, surtout pour les tas de branches, si on fait des haies de Benjes, ou alors les tas de pierres, c'est vite des grosses quantités. Ce qui est important, c'est d'essayer de travailler avec du matériel local, de chercher peut-être chez des voisins, des agriculteurs de la région, s'ils ont par exemple des branches issues de la taille qu'ils vont faire en hiver, ou si par exemple ils doivent abattre des arbres ou des arbres sont tombés, on peut peut-être s'organiser avec eux pour aller chercher ce matériel. Et puis pour ce qui est des pierres, souvent on a des gravières à proximité des lieux de construction. Peut-être plutôt travailler avec ces structures-là, plutôt que de surtout faire importer des pierres peut-être d'ailleurs dans notre pays. Pour Ça les faut... pierres, j'aurais encore, Oui, pour les vas-y. pierres, j'aurais encore une idée parce que j'ai fait 2 fois, une fois en Suisse allemande et puis maintenant ici, c'est de travailler avec les paysans qui sont à proximité au moment où ils retournent les champs pour faire passer, chez nous c'était l'année dernière, ils sont passés d'un champ où ils faisaient des foins à un champ où ils voulaient planter des céréales.
Donc, en retournant, bon, c'est ici en haut, on a beaucoup de cailloux, on a peu de terre et tout de suite les cailloux. Donc là, j'ai pris contact avec le paysan et il était tout heureux que j'aille chercher ses pierres. Ça, j'imagine. Et Ouais. puis, on en a fait un petit bout de mur de pierre sèche très rustique, je dirais, pas dans l'art comme on les fait dans le Jura, mais ça tient et puis c'est très joli. Donc, Ouais. c'est du upcycling des pierres du voisin. Oui. Ouais, c'est super si vous avez à proximité. C'est pour ça qu'il faut être assez observateur de son environnement. On trouve toujours des bonnes astuces. Ou alors si on habite en montagne ou en altitude, puis qu'on a disons peut-être des prairies avec des pierres qui seraient là depuis longtemps. C'est ce qu'on a eu aussi chez nous une fois. On a dû construire un mur en pierre sèche, puis on a récolté les pierres dans les champs finalement. Et puis ça arrange tout le monde, ça arrange les agriculteurs qui ont des vaches par exemple, qui ne doivent pas le faire eux-mêmes ou qui ne le font plus de toute façon. Donc ouais, merci pour le tips Sandra. Donc voilà, regardez vraiment à proximité. La récupération, c'est encore mieux. Par contre, évitez de prendre des matériaux qui ont subi des traitements chimiques. Euh, Souvent, on utilise des palettes. Il y a des palettes qui sont traitées, donc il faut faire attention à ce genre de choses. Ou alors des poteaux, etc. Il faut éviter de prendre ça pour créer des structures. Parce que les espèces qu'on veut aider sont souvent plus sensibles que nous aussi à ce genre de produits. Voilà donc. Et puis aussi, par exemple, s'il y a beaucoup de clous, du métal qui sort du bois, si on prend du bois de récupération, ça peut aussi blesser les animaux qui rentreraient dans les structures. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à éviter, à faire attention. On peut aussi contacter les services communaux, des fois ils ont peut-être des idées. Et puis maintenant on a les plateformes comme pourquoi pas même Facebook avec le marketplace où on peut trouver des fois du matériel gratuit ou des gens qui proposent du matériel à venir chercher gratuitement. Voilà. Ce qui est important, c'est de penser au transport. On peut être surpris, le transport est souvent plus cher que tout. Par exemple, le transport des pierres, il dépasse vite les centaines de francs, dépend combien de tonnes on a besoin. Et puis, par exemple, nous, quand on construit un pierrier en vallée, on commande en général 8 tonnes pour un pierrier. Après, c'est des pierriers très conséquents qui proposent un abri aux hermines, aussi comme on dit, pour faire les petits. Donc voilà, nous, on va amener 8 tonnes sur place. Et puis là, c'est un camion, du coup, qui doit venir déposer ses pierres. Et puis ça, c'est vraiment le plus cher du projet en général. Hop, là, je vais trop vite. Je suis partie où? Ah, j'ai la souris qui réagit très vite. Voilà. Hop. Ensuite, pour ce qui est du temps, de l'organisation et des forces vives, il faut vraiment penser en termes de timing, à quel moment la, la mesure, la structure doit être réalisée. Je pense typiquement aux prairies. Semis de prairie, c'est quelque chose qui se fait, disons, à 2-3 mois très précis. Et puis, donc, il faut d'abord préparer le terrain, laisser le terrain se reposer. Enfin, il faut que ça se tasse, etc. Donc, il faut vraiment prévoir ça au bon moment pour pouvoir réaliser ensuite la structure, le biotope au moment opportun. Ou alors, par exemple, je pense aux plantations. Si on plante, par exemple, des arbustes qui sont racines nues, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas de terre autour des racines, il faudra le faire non pas en été ou au printemps, parce que les arbustes vont sécher probablement s'il n'y a pas d'arrosage. C'est mieux de le faire en automne. Donc de planifier pour qu'en automne on puisse planter ces arbustes, c'est quelque chose qu'il faut aussi prendre en compte, la saisonnalité. Voilà. Et puis pour ce qui est de l'entretien, surtout, réfléchir à quand est-ce qu'on pourrait potentiellement déranger la faune et la flore d'un milieu, et donc de faire les entretiens hors de ces périodes délicates.
Voilà. Ensuite, il faut aussi voir si on a déjà le temps de planifier la structure, mais aussi le temps de la mettre en place. Est-ce qu'on a des gens qui peuvent venir nous aider? Est-ce qu'on peut demander à des associations de venir nous aider si c'est plus conséquent, ou des bénévoles? Faire une sorte d'event autour de la création d'une structure, si c'est plus conséquent. Ou alors, pas hésiter à demander de l'aide, finalement, à des structures comme la mienne, par exemple, la Fondation SVO, pour donner un coup de main dans la construction des structures. Il y a sûrement dans chaque canton, commune, des petits réseaux de personnes qui peuvent venir donner un coup de main. Peut-être juste, Violaine, quand tu dis Oui. comme ta structure SVO, finalement, donc à quel moment on peut te solliciter? Bon, déjà, on peut me solliciter pour la planification. Si d'un coup, c'est un projet qui demande des connaissances, telle et telle connaissance qu'on n'aurait pas, nous, on peut volontiers donner des conseils parce qu'à l'interne, on a plein de spécialistes de thèmes différents qui peuvent conseiller. Mais c'est aussi le cas, par exemple, chez ProNatura ou au VVF, ou etc. Ou alors la plateforme Redonner Vie. C'est tous des acteurs qui peuvent vous conseiller en termes de planification. Et puis après, en termes de construction, nous, on intervient justement pour des projets publics, voilà, pas forcément pour des projets privés. Mais tout ce qui est structure dans le MIC, nous, on intervient avec des équipes. Et puis après, il y a sûrement des structures comme ProNatura qui peuvent donner des conseils, ou alors des groupes de bénévoles qui pourraient donner un coup de main pour telle et telle structure. Voilà. Ou le voisinage. Ouais. Est-ce que ça répond à la question? Cool. Pour ce qui est du soutien technique, justement, aller chercher les informations sur les plateformes, s'entourer de professionnels, c'est très important. Il ne faut pas avoir peur de déranger les gens. En général, ils sont très contents de pouvoir donner des conseils sur des projets concrets. Et puis, de manière générale, moi, par exemple, en tant que responsable de projet, je sais que plus on a de gens spécialisés avec leur thématique dans un projet, qui vont faire un projet très pointu, ou vraiment qui fonctionne, plus on gagne en qualité sur le long terme. Et puis, c'est ça qui fait que le projet, finalement, il est fun aussi. On rencontre de nouvelles personnes, on s'entoure de personnes intéressantes qui vont volontiers donner des conseils. Donc, pas hésiter à contacter, par exemple, les associations ornithologiques, que ce soit la Vogelwarte, BirdLife. Il y a toutes les associations pour l'aide aux chauves-souris qui donnent très volontiers des conseils, des botanistes, des associations de botanistes. Voilà, il faut juste trouver les bonnes adresses et puis après faire un mail ou un coup de téléphone. Et puis en général, on reçoit beaucoup plus d'infos que ce qu'on pensait. Ouais. Et puis après, il y a tout ce qui est offre de cours, des formations continues. Il y a les parcs naturels qui proposent plein de cours, bon marché aussi, par exemple, sur des thématiques très précises. Il y a Bioterra qui a un catalogue de cours, Push, ProNatura, SVO aussi. Enfin, il y a beaucoup de structures locales qui vous permettent de vous spécialiser dans un tel ou tel thème. Voilà. Puis ensuite, le budget financement. C'est toujours un peu le nerf de la guerre. Déjà, tout ce qu'on peut faire en récup, et puis trouver par exemple du matériel gratuit, c'est déjà ça de prix. Ouais, il existe aussi par exemple des structures qui s'appellent des objothèques que je peux conseiller si vous en avez dans la ville la plus proche, dans votre canton. C'est des bibliothèques d'objets.
Donc, en général, on devient membre et on a accès à des outils, à des machines gratuitement. Et là, en général, il y a un beau catalogue de machines auxquelles on n'aurait pas accès en tant que privé. Donc là, ça vaut la peine d'aller voir un peu plus près ce que proposent les Objotech proches de chez vous. En tout cas, nous, on en a une à Sierre et une à Sion. Et là, on peut vraiment louer de tout gratuitement pour pouvoir faire des projets comme on en parle aujourd'hui. Ensuite, il y a des matériaux qui sont plus chers que d'autres. Par exemple, pensez, si on fait des plantations, à utiliser plutôt des plantes en racines nues plutôt que des plantes en pot. Ça revient souvent aussi moins cher. Peut-être des fois, vous avez des triages ou des structures qui proposent ça en racines nues. Et puis, ça vaut vite la peine. Et puis, si on cherche un petit peu sur Internet, et puis qu'on tape peut-être le nom de la commune avec subvention biodiversité, ça, je peux vous conseiller de le faire. Vous allez trouver beaucoup, peut-être avec un peu de chance, un lien avec justement comment dire, une organisation qui participe au coût de telle mise en place. Voilà. C'est par exemple le cas pour la ville de Lausanne, dans le canton de Genève aussi. Il y a beaucoup de communes et de cantons qui offrent finalement de l'aide en termes de coûts. Mais c'est sûr que si je peux me permettre oui. une toute petite, un petit complément. Lorsque tu avais un petit bug informatique tout à l'heure, on a eu justement cette question déjà sur les financements. Et puis quelqu'un nous a parlé justement du canton de Vaud. Alors je me permets de mettre dans le chat, j'ai trouvé en fait le lien. En effet, le canton de Vaud subventionne certaines plantations. Alors, il y a marqué sur site scolaire dans le lien, étonnamment, mais ce n'est pas du tout le cas sur la page. La page, elle s'appelle vraiment demander une subvention pour des aménagements en faveur de la nature dans l'espace bâti. Donc, si jamais, pour la personne qui cherchait ça tout à l'heure, voilà le lien. Ah, super. Voilà. Ouais. Et puis moi, j'ai été chercher quelques noms de communes avant sur Internet, et puis j'ai quelques liens qui sont ressortis justement, auxquels je ne pensais pas qu'il y avait des subventions. Bon, ça vaut vraiment la peine. C'est des thématiques très spécifiques. Ça vaut la peine d'aller fouiller un petit peu. Est-ce que j'ai encore le temps? Ouais, j'ai plus trop de temps, hein. Mélinda. C'est vrai que tu as encore 1 ou 2 tu as du minutes. temps, me reste. Et puis, comme on est en petit comité, on ouvrira la discussion après sur les questions. Mais 2 petites minutes, c'est parti. J'ai beaucoup parlé déjà. Alors, je vais peut-être vous présenter, par exemple, typiquement, la construction ou l'installation, la plantation de évives. Alors, il faut justement demander l'autorisation si vous êtes proche d'une route, si vous êtes à proximité de la frontière avec les voisins. Il faut faire la demande d'autorisation. Respecter les limites. Et puis, il y a des moments là, par exemple, je t'entends mal. Je ne sais pas si tu peux parler un tout petit peu plus fort. Par moment, ça grésille. Oui. Ça grésille. Bon. Il faut aussi faire attention justement en termes de lieu à qu'est-ce qui se situe autour de la haie vive. Par exemple, si vous avez des cultures de fruitiers qui pourraient être sensibles à certaines maladies, là, on va peut-être pas planter certaines espèces d'arbustes indigènes parce qu'elles sont porteuses de certaines maladies. C'est des informations que vous pouvez trouver aussi sur des plateformes telles que ProNatura, etc. Pour éviter ensuite les conflits avec vos voisins. Voilà, il y a le feu bactérien notamment qui est un thème fréquent. Et puis finalement, en termes de technique, de faisabilité, c'est aussi très important d'être préparé, d'avoir peut-être à disposition des machines pour faciliter la vie, des piquets, avoir un bon timing par rapport au type d'arbuste qu'on a sélectionné. Et puis,
penser à l'entretien. Voilà. Je ne veux pas aller trop dans les détails vu qu'on n'a pas trop le temps. Peut-être pour parler aussi de nichoir, c'est quelque chose qui demande pas forcément copropriétaire si c'est le cas. C'est important de bien sélectionner l'espèce cible, de faire appel à des spécialistes pour éviter de dépenser de l'argent dans des structures qui ne serviront à aller faire un peu des recherches, voir si le milieu il se prête finalement à telle et telle espèce. Voilà, si on a un nichoir pour telle espèce dans un milieu où l'espèce n'existe pas, elle risque de ne jamais venir. Et puis je pourrais dire plein de choses sur les prairies, mais malheureusement, j'ai pas le temps. Il faudrait encore 1 heure. Les prairies, c'est un thème super intéressant. Ça vaut la peine d'aller faire un peu de lecture aussi en termes de semis, de plantation. Si vous avez des questions concernant les prairies, vous pouvez sinon nous écrire. Vous pouvez m'écrire. Je réponds volontiers plus en détail. Aussi pour ce qui est de l'entretien, parce que nous, on pratique beaucoup de fauches manuelles à la fourre. Et là, on peut aussi donner pas mal de tips pour faire un entretien durable. Voilà. Mais en général, pour ça, alors, il n'y a pas besoin d'autorisation. C'est l'avantage. Voilà. Bon, est-ce que, petite question, pouce en l'air, est-ce que vous vous sentez prêt, après ce webinaire, à planifier une petite mesure? Est-ce que j'ai pu donner un peu confiance dans la réalisation de ces projets futurs? J'aurais encore Bien une sûr. idée ou une réflexion par rapport à la planification. Que moi, j'ai remarqué chez nous, bon, c'est une petite propriété, c'est de regarder ce qu'il y a dans le sous-sol. Avant de planter des grands arbres, de regarder où c'est qu'il y a les conduites électriques qui passent, où c'est qu'il y a le téléphone qui passe, où c'est qu'il y a la conduite d'eau potable qui passe, pour éviter des problèmes quelques années plus tard, je dirais. Parce que Oui, nous, mes parents ont planté il y a à peu près 60 ans des beaux mélèzes. Quand il a fallu refaire le câble électrique qui vient pour la maison, eh ben, ils n'ont plus pu passer parce que ça avait tout écrasé. Donc, on a dû rouvrir tout le terrain pour pouvoir mettre aux normes l'arrivée de l'électricité. Donc ça, je pense, c'est encore un point qui est important. Oui. Absolument, je crois que vous relevez quelque chose d'important par rapport notamment au sol, mais vous parlez de câbles électriques. Moi, j'ai dû aussi élaguer un majestueux tilleul parce qu'à l'époque, voilà, celui qui l'avait planté là n'avait pas imaginé qu'il deviendrait si grand. Et puis, alors, vous allez me dire qu'il y a bientôt plus de câbles téléphoniques aériens, mais quand même, il existe encore certains câbles. Et c'est vrai que c'est des choses à penser au niveau de l'envergure d'un projet, d'un arbre, d'une plante. Autant dans le sous-sol que dans l'air. C'est vrai, on a des fois tendance à voir les choses petits, notamment les arbres, on les voit petits, et puis on n'imagine pas le développement racinaire et de leur couronne. Absolument. Oui, nous, on voulait, là où on a notre zone humide maintenant, on avait dans l'idée de mettre un étang, et ben, on serait tombé sur la calèche. On aurait eu l'eau vraiment parce que ça passait exactement là où il y a la conduite d'eau potable qui arrive sur la maison. Donc, on n'a pas pu creuser. Donc là, ça vaut la peine d'aller ressortir les plans, par exemple, de Oui. votre terrain, ou alors de demander peut-être aussi à la commune s'ils ont les plans des canalisations ou C'est des exactement ce qu'on a fait. Ouais. Surtout pour les arbres, pour les haies en général, le système racinaire, il reste quand même réduit. Mais dès qu'on creuse un arbre, il a besoin quand même d'un gros trou. Il faut quand même creuser plus d'1 mètre. Donc, ouais, ça vaut la peine de demander. Ouais. Merci pour la remarque. Une des participantes avait parlé aussi en début de webinaire de nichoir. Est-ce que vous avez eu vos réponses par rapport à ce que Violaine nous a communiqué? Est-ce que vous aviez d'autres questions ou réflexions par rapport à ça? N'hésitez pas aussi à nous dire
si vous avez des informations que vous souhaitiez. Pour ma part, oui, moi je cherche encore l'idée, disons, c'est peut-être encore une question, c'est en faisant une zone pour des abeilles sauvages, donc que ce soit un terrain un petit peu de la terre sèche ou bien du sable. Comment est-ce que je m'y prends pour que cette surface reste du sable ou reste de la terre? Parce que si mes abeilles vont dans la structure et que je commence à tirer les mauvaises herbes, entre guillemets, je démonte aussi les trous des abeilles. Alors là, c'est important de choisir un emplacement adapté, justement. Je vous envoie un lien. C'est des conseils que j'ai trouvés sur le site de ProNatura pour construire justement des dunes de sable. Il faut quand même bien réfléchir justement où on met la structure, qu'il n'y ait pas trop de croissance de plantes à cet endroit-là et que ça soit vraiment très très ensoleillé. Et puis là, sur ce site internet, vous avez vraiment des très bons conseils aussi en termes techniques pour quel grain de sable prendre, combien ça coûte, etc. Moi, je ne pourrais pas le dire mieux que ce que c'est sur ce site internet, c'est très détaillé. D'accord, Si jamais merci. vous voulez vous lancer là-dessus. Ouais. Et puis, ce qui sera très important, surtout, c'est d'avoir après un biotope adapté aussi à tout ce qui est nourriture pour les abeilles, donc il y ait suffisamment de prairies, de fleurs, que celles-ci soient aussi fauchées de manière adaptée. Et puis, plus vous avez de structure dans un jardin, ben, plus vous aurez d'insectes et puis d'abeilles sauvages de toute façon. Oui, ça on a remarqué. Cool. Ouais. Moi, je me demandais pour la plantation de haies, par exemple, est-ce qu'il y a quelque part un conseil de savoir quel type de plante planter? Je pense que des épineux, du coup, des fois, c'est bien pour les oiseaux, il me semble que j'avais entendu. Ou bien des fois, j'avais entendu que c'était bien aussi que ce soit fleuri un peu tout au long de l'année. Mais vous êtes dans quel canton? Vaud. Dans le canton de Vaud, ok. Bon, bah, ce qui est important de toute façon, c'est de choisir des espèces indigènes qui sont adaptées au climat du canton de Vaud, dépend où vous êtes, à l'altitude surtout. En général, plus on a d'épineux, plus c'est écologique. Les oiseaux toutes les espèces vont surtout apprécier les haies d'épineux. Il y a plus de cachettes, il y a plus de... Voilà. En général, je crois qu'il y a même un chiffre, on dit qu'il faut en tout cas plus de 60, même 70% d'épineux dans une haie vive. Ça peut être des roses aussi. Et puis après, ce qui est important, c'est les fruits, que ce soit des arbustes qui portent des fruits sauvages. Voilà. Après, ce que je peux vous conseiller, il y a souvent les parcs naturels qui proposent des fascicules avec les informations concernant les haies vives. Nous, on en a quelques-uns en Valais, mais je n'ai pas le lien. Peut-être, je ne sais pas si... Mélinda, toi, tu as une adresse sous la main de fascicules sur les haies vives, parce que là, il y a une liste d'espèces avec justement, est-ce qu'elle a besoin de soleil, plutôt de l'ombre, de l'eau, moins d'eau. Et puis, en fonction de ça, il faudra faire une sélection. Ce qui est important, c'est vraiment d'avoir beaucoup de diversité dans la haie. Donc, pas que un ou deux types d'arbustes, mais si on en a une dizaine, plus on en a de différents, mieux c'est. Et puis, voilà. Et puis, peut-être se renseigner à une pépinière locale qui ferait dans des arbustes indigènes. Eux, ils vous donneront des bons conseils par rapport à l'emplacement du terrain. Ouais. Alors oui, je peux rebondir sur ce que tu dis actuellement au niveau il y a beaucoup de cantons, je pense notamment, voilà, je viens du Jura, à Jardin Vivant, qui est un projet du canton du Jura, qui ont développé des fiches techniques. Et puis sur ces fiches techniques, sauf erreur, je crois que le canton de Fribourg a aussi développé. Je suis justement en train de regarder si je pense que oui, j'ai le lien ici, je vais vous le mettre dans le chat. Et puis c'est intéressant, vraiment, ces petites fiches techniques vous aident en fait avoir des informations sur comment réaliser, par exemple, une haie. Oui, absolument. Ok, merci. Très bonnes fiches techniques qui ont été réalisées. Voilà, est-ce qu'on dépasse un petit peu le temps? Je suis navrée.
mais en même temps, c'est très intéressant. D'ailleurs, merci pour vos suggestions, vos commentaires, vos questions. Si vous avez encore une ou deux questions, très volontiers. Moi, je n'ai pas pour long après. J'aimerais juste encore vous dire deux, trois petites choses, mais j'en ai pour 2 ou 3 minutes. Mais vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, c'est bien. Ça joue, vous voyez le mien? Parfait, très bien, superbe. Donc voilà, merci beaucoup pour l'échange. Bien sûr, maintenant, c'est qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben voilà, on l'a vu ce soir, continuez d'imaginer des belles choses et puis aller plus loin encore avec votre imagination. Allez profiter de partenaires, de notre surface avec ce concepteur. Bien évidemment, créez-vous un compte, un login qui vous permettra d'enregistrer vos différentes étapes, vos projets, vérifier les buts communs, les offres qui sont à disposition aussi sur notre plateforme. Ça va vous aider dans vos projets, dans vos mesures. Et puis revenez vous revoir à des webinaires de Redonner Vie, il y en aura d'autres. J'aimerais ici simplement vous rappeler qu'au mois de mai, il y aura comment réaliser son projet. Maintenant que vous avez les outils pour la planification, eh bien, on essaiera de vous donner des outils pour le réaliser. Et puis, au mois de juin, il y aura un échange avec des experts. Vous pourrez aussi poser vos questions, et notamment au préalable. Et on essaiera d'inviter des experts qui correspondent à vos attentes. Et puis au mois d'août, un webinaire sur l'entretien. Violaine nous en a parlé ce soir, c'est important. Peu, mais il en faut quand même. Et puis on fera à nouveau le webinaire qu'on avait fait au début, comprendre la biodiversité. Donc voilà pour ces différents webinaires. Pour l'une d'entre vous aura déjà vu ces quelques images, mais j'aimerais finir par ces quelques images et une vidéo ce soir. Il y a une action qui avait été assez surprenante, qui a été réalisée par le team Redonner Vie il y a quelques temps maintenant, lorsqu'on a passé à l'heure d'été dans plusieurs villes suisses. Et puis pendant la nuit, donc, il y a des projections ont transformé des façades grises en paysages vivants. Donc, on avait l'impression que les plantes poussaient sur les murs, qu'il y a des animaux qui grimpaient sur les bâtiments, qu'il y a des petits papillons, des chauves-souris qui volaient dans la ville. Et je crois qu'on peut dire que pendant quelques instants, l'architecture, elle est devenue un véritable habitat pour la nature. Et puis cette action, elle a surpris, elle a émerveillé. Je crois qu'elle a aussi surtout fait réfléchir. Voilà quelques images qui disent finalement que le message est relativement simple. La nature, elle n'a pas forcément disparu de nos villes. Hein. Elle a simplement été mise de côté pendant un certain temps, trop longtemps peut-être. Voilà une magnifique image du château de Chillon avec voilà, ces petits animaux projetés. Et puis voilà, aujourd'hui, on a l'opportunité, la responsabilité peut-être de redonner la place à la nature, à la biodiversité. Voilà encore quelques photos qu'on avait envie de partager avec vous. On va vous quitter sur cette dernière slide. Voilà, pour ceux qui ont déjà vu ces vidéos, vous pourrez sans autre quitter ce webinaire qui est un petit peu plus long que prévu, je m'en excuse, mais je pense qu'il était intéressant jusqu'au bout d'entendre vos témoignages et puis vos questions. Bien évidemment, ces 2 vidéos, vous pouvez les retrouver sur YouTube et sur notre plateforme, le lien y est. Et puis moi, de mon côté, j'aimerais remercier chaleureusement Violaine pour cet exposé. Merci Diana aussi pour tout l'aspect technique. Et puis voilà, au nom de toute l'équipe, je vous remercie à vous, participantes, pour vos excellentes questions, pour votre intérêt au sujet. Et puis, on espère vous revoir très bientôt lors d'un prochain webinaire. Et puis, on va donc se quitter sur ce partage de cette vidéo. Et puis, vous pouvez nous quitter comme bon vous semble. Merci beaucoup.